écouter le docteur Mikoulot, qui, après avoir fait des études à Marseille, est devenu psychiatre, et puis est allé continuer ses travaux, qui sont des travaux plus de recherche, si j'ai compris, à l'université de Bordeaux, faisant à la fois de la psychiatrie et de la neurologie et de la neurophysiologie. Donc, nous avons à l'entendre sur un certain nombre de sujets. Je crois avoir compris qu'il y a également un avis du Conseil national d'éthique concernant le cerveau, qu'on appelle le cerveau augmenté, où il fera part de certaines de ses réflexions à ce sujet. Et donc, on est très heureux de vous laisser la parole avant de la donner suite à la salle qui viendra vous questionner sur tout ça. Merci, professeur Harley. Et je voudrais remercier professeur Lecause et professeur Bartolomé donc, pour l'invitation pour parler de nouvelles thérapeutiques en neuropsychiatrie de la maladie aux neurones instantanés. Alors l'idée, ça serait de voir comment les nouvelles thérapeutiques en psychiatrie permettent de ne pas cibler simplement les symptômes en disant qu'il faudrait enlever ces symptômes, les antipsychotiques, les antidépresseurs, les anxiolytiques, mais des thérapeutiques qui seraient là pour améliorer les fonctions cognitives, amener une augmentation de certaines fonctions cognitives altérées ou d'ailleurs ou non. Donc, ces nouvelles thérapeutiques, quelles sont-elles? Elles sont dans un contexte où on commence à dire au revoir aux drogues, au revoir à la pharmacologie. Pourtant, ça avait bien commencé pour la pharmacologie. Je vous mets ici Delay et Doniker, les deux fondateurs de la psychopharmacologie moderne psychiatrique, qui nous disaient dans leur livre, le premier textbook de pharmacologie psychiatrique, l'une des perspectives les plus fécondes de la psychiatrie d'aujourd'hui est celle qu'ouvre le développement récent de la psychopharmacologie. Et on dispose de différents composés chimiques qui permettent de faire changer de manière prévisible et contrôlable les fonctions mentales et les comportements. Alors, là, c'était bienvenue aux produits pharmacologiques, et en fait, Michael Trimble, un psychiatre qui a collaboré avec les épileptologues beaucoup, et qui est un peu une référence autour de la neuropsychiatrie et l'épileptologie, a écrit un éditorial dans le journal de la Fédération mondiale de psychiatrie biologique disant « Goodbye drugs, hello stimulation », et qui nous dit actuellement, il y a une renaissance des stimulations cérébrales encouragées par les nouvelles technologies, et qui viennent combler le relatif manque, enfin le relatif échec des produits pharmacologiques en psychiatrie. Et nous dit, on va se demander dans 50 ans comment on aurait pu continuer à prescrire des produits pharmacologiques qui inondent tellement tout le cerveau qu'il n'y a aucune spécificité d'action, alors qu'on disposait de moyens technologiques qui permettaient de cibler plus spécifiquement certaines fonctions cognitives. Alors cette position, au revoir les drogues, bonjour à la stimulation, elle date pas de 2008, on peut la retrouver même chez Darsonval au 19e siècle, qui nous disait « La thérapeutique de l'avenir n'en pourra comme moyen curatif que les modifications physiques, électricité, voire autres, encore inconnues, peut-être la lumière et tout ça, et les drogues, c'est l'empoisonnement. » Alors, je vous ai mis directement la figure d'Darsonval, on va voir que c'est peut-être une figure de fond dans cette présentation aujourd'hui. Mais ce qui change par rapport à l'époque de Darsonval, c'est que les thérapeutiques de stimulation électrique, désormais, sont technologiquement possibles, avec des outils technologiques qui ont une évolution et qui permettent une maniabilité plus importante qu'au XVIIIe ou XIIe siècle, sont neurophysiologiquement pertinentes, c'est-à-dire qu'elles sont fondées sur une connaissance du fonctionnement cérébral, et sont censées être fondées sur des études cliniques valides et donc cliniquement efficaces. Donc un trépied de validation technologique, neurophysiologique et clinique qui fait dire à toujours Michael Trimble qui continue en disant c'est l'identification de certains fonctionnements neuroanatomiques qui permettra grâce aux nouvelles technologies de cibler ces réseaux neuronaux et d'améliorer le comportement, d'avoir une amélioration du fonctionnement cognitif et du comportement. Cet état d'évolution des stimulations cérébrales est tel que la Fédération internationale de psychiatrie biologique, qui était quand même l'instance qui portait la psychiatrie biologique et donc surtout la psychiatrie pharmacologique, a posé en 2010 l'idée que finalement cette société doit bien reconnaître l'importance du rôle des techniques de stimulation qui vont devenir probablement dans le futur des techniques rivalisant avec la neuropsychopharmacologie.
Donc un contexte pour la psychiatrie, pour les techniques de stimulation électrique, qui conduit à se questionner sur leur développement au sein de la psychiatrie, dans un contexte particulier, dans un contexte sociétal particulier, qui est celui des questionnements éthiques soulevés par la notion de transhumanisme. Le fait que les stimulations électriques cérébrales pourraient augmenter les performances cognitives et pourraient s'intégrer dans tout le champ du transhumanisme. Alors, transhumanisme, on l'associe souvent à Julius Huxley. En fait, c'est Pierre Taillard de Chardin qui l'avait utilisé pour la première fois, alors peut-être pas forcément dans la notion de transhumanisme qu'on entend maintenant, mais qui nous disait les chances offertes, la liberté c'est la chance offerte à tous les hommes, en supprimant les obstacles et en plaçant des moyens appropriés à sa disposition de se transhumaniser lui-même, en développant ses potentialités dans toutes les mesures. Alors, cette idée de faire évoluer l'être humain est certes au fondement de notre identité, mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'il apparaît des nouvelles technologies, notamment le champ de ce qu'on appelle les NBIC, qui est l'ensemble des nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information et des sciences cognitives, qui partageraient en commun cette notion d'information et qui permettrait d'arriver à un seuil où c'est plus simplement une utilisation de la technologie comme ça, elle serait tellement performante qu'elle permettrait de modifier radicalement nos potentialités cognitives et notre façon de nous appréhender, d'appréhender le monde et d'agir sur le monde, au point que l'évolution de l'humanité aurait passé un seuil, c'est la singularité, qui ferait qu'on serait à l'aube d'une espèce humaine nouvelle. C'est ce que un des prix Nobel de psychiatrie, alors vous savez, souvent on associe les prix Nobel de psychiatrie à uniquement Julius Wagner pour sa malaria-thérapie, on associe parfois Edgar Moniz, mais c'est un neurologue pour la lobotomie. En fait, on a un psychiatre qui est également prix Nobel et qu'on oublie souvent pour ses travaux sur l'apprentissage dans des modèles cellulaires, mais qui est Eric Kandel, et qui nous dit « La capacité de l'humanité à modifier ses fonctions cérébrales pourrait bien transformer l'histoire, autant que le développement de la métallurgie à l'âge de fer, de la mécanisation pendant la révolution industrielle ou de la génétique au XXe siècle. » Donc, une évolution technologique qui poserait question sur les capacités désormais de l'humanité à se construire et sur un mode nouveau. Donc ça pose des questions, ce contexte du transhumanisme. Je vous mis par exemple cette semaine, pendant un mois, la Croix fait un dossier spécial chaque jour sur le transhumanisme et notamment faut-il avoir peur du transhumanisme. Au point que certains intellectuels, et on a dû peut-être déjà vous en parler, Fukuyama nous disait que finalement ce transhumanisme, ça va aboutir à la fin de l'histoire humaine parce que nous en aurons alors aboli les êtres humains en tant que tels. Donc une peur par rapport à ces techniques, ces nouvelles technologies, les NBIC, mais pourtant qui se confrontent à la diffusion massive de cette idéologie. Pour savoir, chez Google, le responsable de l'ingénierie chez Google, c'est Ray Kurzweil, qui est un des papes fondateurs du transhumanisme. C'est-à-dire que Google, qui s'insinue dans toute notre vie, est géré au niveau de l'ingénierie par le pape du transhumanisme. Donc ça, c'est au niveau sociétal. Au niveau des axes de recherche, la psychiatrie a un élément et un lien important avec ces conceptions transhumanistes, cette idée que les nouvelles technologies permettraient d'améliorer. Et c'est pas qu'au niveau théorique, c'est au niveau des axes de recherche, par exemple portés par le MIT, qui nous dit qu'il faut développer des techniques pas fondées sur la pharmacologie, mais sur l'électricité et créer des brain prothèses pour améliorer ces fonctions cognitives altérées dans ces troubles psychiatriques. Pas uniquement aux États-Unis, parce qu'on pourrait penser que c'est un concept américain. En France, avec l'INSERM qui développe qui finance des axes de recherche tournés autour du développement de nouvelles interfaces homme-machine, donc des interfaces électriques, qui restauraient les déficits cognitifs. Donc on va se questionner sur l'utilisation de la stimulation cérébrale, de l'électricité en psychiatrie, en se posant deux questions. D'une part, l'électricité a tendance à faire peur pour elle-même, déjà, et parce qu'elle s'intègre dans ce cadre transhumaniste. Et pour essayer de répondre à cette peur et comment on pourrait manier cette électricité, on va aborder deux points. D'une part, à mon avis, souvent l'électricité fait peur parce qu'elle est considérée comme une thérapeutique nouvelle. Ce sont les nouvelles technologies. Et Michael Trimble, sur la diapositive que je vous présentais, nous disait il y a une renaissance des simulations cérébrales. Il n'a pas dit il apparaît les nouvelles technologies cérébrales, c'est une renaissance. Donc on va voir une renaissance par rapport à quoi? Et on va voir peut-être que cette approche historique nous permet de situer les outils de stimulation électrique dans un temps plus long que celui qu'on pourrait penser de manière
dans un premier point de vue. Un deuxième élément qu'on va aborder ensuite, c'est que c'est souvent des thérapeutiques mal connues qui sont soit considérées comme ayant des effets extraordinaires, disproportionnés, soit nuls. Donc on oscille entre ceux qui utilisent la stimulation électrique sont des charlatans ou sont des gens qui vont créer l'humanité nouvelle. Et en fait ça montre une mauvaise connaissance des techniques de stimulation cérébrale. Donc on va voir comment une meilleure connaissance, une meilleure compréhension technologique des outils de stimulation électrique pourrait permettre de être le fondement d'une réflexion éthique rénovée pour la stimulation électrique dans le champ de la psychiatrie et plus généralement dans le champ de la société et de l'amélioration cognitive. Donc sur les aspects historiques. Souvent l'électricité en psychiatrie est associée en fait aux sismothérapies, vous savez, aux électrochocs. En fait, les électrochocs sont nés en 1938 par Serletti et Benedetti dans un contexte qui n'était pas du tout le contexte du développement de l'électricité thérapeutique. C'était dans le contexte de la pharmacologie d'induction des crises d'épilepsie qui était censée réduire les symptômes psychotiques chez les patients souffrant de troubles psychiatriques. Le problème des produits pharmacologiques pour induire les crises, c'est qu'il y avait un certain nombre d'effets secondaires, c'était considéré comme des poisons, là, comme Michael Trimmel nous disait. Et donc, il fallait inventer de nouvelles techniques pour pour induire des crises d'épilepsie. Ils se sont rendus compte que dans les abattoirs, eh bien, en fait, quand on stimulait électriquement les porcs pour les endormir, pour pouvoir les tuer, si on les stimulait en crânio-caudal, ils mouraient. Si on les stimulait en bitemporal, ils étaient vivants. Enfin, ils s'endormaient et ils pouvaient se réveiller. Donc, Serletti et Benedetti se sont dit, pour induire des crises d'épilepsie, si on les stimulait en bitemporal, bon, pas en crânio-caudal parce que sinon on tuerait le patient, mais en bitemporal. Et ils se sont rendus compte que c'était extraordinairement efficace, avec une efficacité thérapeutique qui est désormais plus approuvée. Bon, maintenant c'est fait de manière contrôlée, on n'a plus les crises d'épilepsie ou les signes physiques de crise d'épilepsie avec les myoclonies. Donc c'est une thérapeutique efficace, mais qui est entachée d'a priori négatif pour deux raisons. D'une part, on va voir les techniques de stimulation électrique de type sismothérapie se sont développées sans aucun ancrage par rapport au contexte et à l'histoire des traitements électriques du cerveau, donc à son nez sans background technologique. L'autre point, c'est qu'à son nez, dans les années 50, au moment où les produits pharmacologiques apparaissaient, au moment où il y avait le déploiement des nouvelles drogues pharmacologiques, et à un moment où se déployait également dans les années 70 l'antipsychiatrie. Donc ça a été une naissance d'une thérapeutique formidablement efficace, une des plus efficaces qu'on a en psychiatrie, mais dans un contexte qui n'était pas favorable pour son appropriation sociétale positive. Donc l'a priori sur les sismothérapies est forte, on le voit avec ce film, Vol au-dessus de coucou évidemment. Pourtant, l'électricité en psychiatrie a été utilisée depuis de nombreuses années, depuis le XVIIIe siècle. Et donc, il y a un livre intéressant par Stanley Finger qui reprend l'histoire de l'électricité depuis les poissons électriques. Je vais essayer de vous montrer cette histoire de l'électricité pour la psychiatrie. Donc, les poissons électriques, depuis l'Antiquité, on s'y intéresse. dans les différentes régions du monde. On s'y intéresse en Amérique du Sud avec l'anguille électrique, en Méditerranée avec les raies électriques, les raies torpilles, et en Afrique avec le poisson moustache qui a une stimulation électrique également. Et donc comme on l'a pour les nouvelles technologies actuellement, on associait à ces poissons électriques des effets extraordinaires. La possibilité, vous voyez la languille électrique, voilà, et là, la possibilité de tuer un cheval. Il est vigoureux pourtant ce cheval, et il va se faire tuer par cette anguille électrique. Donc un attrait pour ces poissons électriques, une mythologie autour de ces poissons électriques, mais une utilisation médicale restreinte par la difficulté de pêcher les poissons, de les manier et de l'utiliser dans le cadre, quel qu'il soit, du soin. C'est en fait le développement d'outils techniques permettant la production autonome et le contrôle de l'électricité qui a permis le déploiement de l'électricité dans le champ thérapeutique. Et il ne faut pas attendre le XXIe siècle et les nouvelles technologies, c'est au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors ça débute par un générateur électrostatique. Vous savez, quand on frotte la peau de chat là, au lycée ou même au collège et qu'on fait l'électricité statique sur la tige de verre, ben, c'est Otto von Guericke qui l'avait créé avec cette boule qui tourne et qui crée de l'électrostatique. L'objet emblématique de l'électricité thérapeutique, c'est la bouteille de LED, qui permet de stocker
énergie électrique et électrostatique dans un des premiers condensateurs. Donc un condensateur, c'est à 2 plaques, ici et sur la paroi, et qui permet de se charger progressivement. Une différence de potentiel se crée, et quand on lie la paroi interne aux parois externes, il y a une décharge électrique qui se crée. Et donc, grâce à des dispositifs techniques, on pouvait récolter l'énergie électrostatique dans la bouteille de LED. Cette bouteille de LED, elle est emblématique du XVIIIe siècle et d'utilisation électrique. En fait, il y a un réel engouement pour tous ces objets électriques, et je vous ai mis l'utilisation par les gentlemen, c'est parce que le Gentleman Magazine, une revue populaire, se faisait l'écho mensuellement de toutes les expériences qui étaient faites avec cette bouteille de LED. Et notamment de ce que Benjamin Franklin faisait. Alors, père fondateur des États-Unis, mais également en fait ambassadeur en France à Paris à partir de 1776, et qui s'est beaucoup intéressé à l'électrothérapie. On le voit là, faisant le lien avec l'énergie électrique cosmique quasiment, le permettant de la ramener sur Terre. Et en fait, il s'y intéressait rigoureusement à toute cette thérapeutique électrique. On s'y intéressait dans toutes les branches de la société, dans les salons et au cabinet. Dans les salons, il y avait une attraction que les gens adoraient, c'était... Donc, on voit le générateur électrostatique ici, on voit une boucle électrique, et en fait, ce qui se passait, c'est que quand on chargeait la boule électrostatique, on pouvait créer une petite étincelle en fermant la boucle, entre une partie du petit garçon du Flying Boy et une personne qui allait toucher son bout du nez, par exemple. C'est une attraction assez populaire de faire voler des petits garçons pour jouer avec l'électricité. Mais c'était utilisé également dans les cabinets médicaux, notamment dans les paralysies post-AVC, pas ça AVC comme ça, mais dans les paralysies, et Gottlob Gruber utilisait les bouteilles de LED qui étaient chargées pour stimuler des parties de membres, et si ça stimulait les membres, il y avait du mouvement, et donc ce mouvement serait similaire au mouvement qu'on voudrait retrouver. Benjamin Franklin s'y intéressait et a dit que le niveau de preuve de cette technique est quand même faible. Par contre, ce que Benjamin Franklin a fait, c'est qu'il a utilisé chez une cousine d'un de ses assistants qui présentait probablement un trouble conversif, et a montré une certaine efficacité chez cette jeune fille pour redonner son action aux membres paralysés. Probablement par un effet de suggestion, mais ça montre tout l'engouement thérapeutique qu'il y avait pour l'électricité à cette époque. Réelle utilisation en psychiatrie vient en fait d'un ami de Benjamin Franklin. On voit la bouteille de LED, toujours la bouteille de LED est un élément qu'on voit dans toutes les illustrations du XVIIIe siècle en fait. Donc c'est un de ses collègues à Benjamin Franklin et ami, John Egan Hunts, qui en fait faisait beaucoup d'expériences avec la bouteille de LED aussi, et comme Benjamin Franklin, se sont stimulés par erreur. D'accord, parce qu'ils utilisaient des bouteilles de LED, ça ne faisait pas ça, quoi. Pour charger électriquement et pour avoir des charges importantes, ils avaient des bouteilles de LED de plusieurs dizaines de litres. C'est-à-dire que la stimulation électrique, elle était plutôt chargée, et ils pouvaient avoir des accidents et se stimuler. Et donc ce qu'ils ont remarqué premièrement, c'est que quand on se stimulait, on ne mourait pas. Ils s'écrivent que je me suis stimulé et je suis resté vivant. Et les deux ont eu des accidents similaires. Sauf que John Egan Hunts a eu un accident plus intéressant, c'est qu'il s'est stimulé le cerveau par mégarde. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Au XVIIIe siècle, il écrit à son copain Benjamin Franklin, et il lui dit « Mes facultés mentales se sont retournées après cette simulation, mais je me suis senti après profondément joyeux, et j'ai retrouvé un jugement parfaitement clair, et les choses qui me paraissaient difficiles à un moment sont devenues tout d'un coup plus simples, plus avec des meilleures solutions. » Je me sentais, il se sentait mieux après cette stimulation électrique. Donc l'idée que stimuler cérébralement le cerveau ne faisait pas mourir, probablement, et améliorer l'humeur. Et ça, plus de 150 ans avant que les Italiens se mettent à inventer les électrochocs. Électroconvulsivothérapie, c'est le terme qui est moins sous-tendu par des a priori négatifs. Donc, mais manier les bouteilles de LED, que je vous dis, faisaient plusieurs litres, des contenants de plusieurs litres, c'était difficile. Et en fait, il faut des évolutions technologiques pour pouvoir les utiliser en clinique courante. L'évolution technologique, elle vient
d'un contexte où on serait intéressé au niveau de l'anatomopathologie, aux raies électriques notamment, et à décrypter un peu, disséquer comment ces animaux pouvaient produire de l'électricité. Et en fait, Volta, inspiré par une sorte d'inspiration organique, organomimétique, a construit la pile Volta sur la base de l'anatomie du poisson électrique. Donc là, l'auteur, bon, c'est Dieu, si on veut, et là, c'est Volta qui s'inspire de l'organe électrique pour faire une évolution de la pile Volta, de la bouteille de LED, sous la forme d'une pile Volta. Un outil électrique qui produit de l'électricité bien plus maniable que la bouteille de LED, et permettant de stimuler de manière bien plus contrôlée. Ce qui fait que la bouteille de LED a été utilisée en fait à la salpêtrière dans les services de Philippe Pinel. C'était Aldini, le neveu de Galvani, on va revoir Galvani tout à l'heure, qui passait en Europe, et notamment à la salpêtrière, stimuler les patients qui manifestement souffraient de mélancolie un peu sévère. Pour stimuler, on voit ici l'objet, avec la pile Volta, les patients souffrant de troubles psychiatriques sévères. Et au même moment, Aldini développe des expériences pour se demander qu'est-ce que ça fait quand on stimule électriquement le cerveau, notamment de prisonniers décapités en Angleterre, pour voir les effets de la stimulation électrique sur le cerveau. Donc il y avait un contexte quasiment de CHU, hospitalo-universitaire, entre des recherches sur le cerveau et l'électricité sur des modèles vivo-vitro, et des applications cliniques. Des modèles animaux, donc, où on stimulait, avec des illustrations quand même qui captent l'esprit, on stimulait le cerveau d'animaux pour voir les effets sur le contrôle musculaire. Bon, il se trouve qu'ils stimulaient et qu'ils associaient ça à la stimulation cérébrale, mais en fait c'était de la stimulation musculaire, puisqu'on avait des effets, peut-être la tête de vache qui tirait la langue, mais ça passait pas par la stimulation du cortex, hein, ça passait par une stimulation musculaire directe. Puis donc je vous ai mis en plus gros l'utilisation de la pile Volta en psychiatrie, en stimulant les patients par la pile Volta avec cette danse de stimulation, la boucle qui se faisait là, le patient touche bien ça, donc il y a un sens vraiment, une véracité technologique dans ces gravures, pour faire la boucle électrique, où ce patient souffrant manifestement de dépression, et de nutrition un peu de dépression, et là aussi en fermant la boucle sur la pile Volta. Donc, un contexte technologique au XVIIIe siècle, peu connu, mais qui voyait naître l'utilisation de l'électricité dans le champ de la psychiatrie. Donc, nouvelle technologie pour l'électricité, nouvelle technologie peut-être, mais utilisation depuis le XVIIIe siècle. Dans un contexte passionnant, puisque on voyait la naissance de la neurophysiologie et des neurosciences, un contexte clinique qui est suivi quand même de Philippe Pinel, et un développement technologique qui n'avait rien à envier au développement technologique actuel, avec l'ensemble de ces trépieds permettant une logique d'appropriation sociale et une acceptation complète, contrairement à ce que je vous ai décrit pour les ECT, qui sont nés dans un contexte qui n'était pas un contexte favorable à son appropriation sociale. Au XVIIIe siècle, il y avait un contexte sociétal largement favorable à l'acceptation des thérapeutiques électriques pour soigner les patients souffrant de troubles quels qu'ils soient. On va s'intéresser juste là, pendant 2 slides, à ces aspects neurophysiologiques, neurosciences. En fait, Aldini était le neveu de Galvani. Vous voyez, le contexte, Aldini allait chez Pinel pour stimuler les patients de Pinel. En même temps, Galvani, dans son laboratoire, avec ses célèbres expériences sur les cuisses de grenouilles, découvrait l'électricité animale. Avec, encore une fois, la bouteille de LED, dans toutes les gravures on la retrouve, elle est ici, qui forme une boucle électrique jusque ici, et qui était l'élément important de la pensée électrique sous-tendant, un élément technologique important sous-tendant la pensée scientifique électrique de cette époque. Et donc par analogie à la bouteille de LED qui se déchargeait quand on faisait un pont électrique, Galvani a appliqué un pont métallique sur la jambe de la grenouille, et vous voyez que la grenouille se contractait. Il s'est dit, c'est probablement qu'on a fait décharger quelque chose d'une énergie électrique qui a fait que la patte s'est contractée. Il y a eu une vive discussion avec Volta qui disait non, c'est pas l'électricité animale, c'est autre chose. Il ne savait pas trop quoi, mais il était un peu en désaccord avec cette notion d'électricité animale. Pour lui, l'électricité n'était que métallique.
Et en fait, quand même, Galvani a le mérite d'avoir créé le concept d'électricité animale qui a permis le développement de l'électrophysiologie, mais il s'était planté au départ puisqu'en fait, il arrivait à avoir une contraction de la pâte de grenouille, pas parce qu'il faisait un point électrique, mais parce qu'en fait, il utilisait une branche en cuivre, une branche en zinc. Vous voyez, il y a marqué un C et un Z. Et cette branche en cuivre et en zinc, vous savez, les expériences au lycée, quand on les branche dans des solutions électrolytiques, on crée de l'électricité. Donc en fait, ce qu'il faisait en faisant ce point, c'est surtout qu'il créait une différence de potentiel entre ici et ici, et il faisait contracter la branche, la pâte de grenouille. On peut avoir des découvertes fausses, mais qui ont des implications historiques par la création d'un concept qui deviendra pertinent au niveau scientifique et au niveau technologique. Pertinent parce que par la création de du concept d'électricité animale, on s'est dit qu'on pouvait mesurer l'électricité animale. Et c'est ce que Dubois-Reymond réussit à faire en 1800, à partir de 1847, par son premier galvanomètre, en hommage à Galvani, la mesure d'une différence de potentiel entre le bras contracté et un bras relâché, et qui crée une différence de potentiel. C'est l'acte de naissance de l'électrophysiologie. Avec le développement, on retrouve D'Arsonval, qui a inventé le galvanomètre à cadre mobile, qui permettait de répondre à certaines limitations des galvanomètres précédents pour me faire des mesures électrophysiologiques respectant les codes de la science, c'est-à-dire des mesures fiables et notamment dans les mesures répétées. Puisque dépendant moins du contexte dans lequel on mesure, tout étant égal par ailleurs, le galvanomètre à cadre mobile permettait de faire des mesures plus rigoureuses. Donc vous voyez l'ambiance du XVIIIe siècle, du développement de l'électricité, qui ne s'est pas arrêté au XVIIIe siècle, qui a continué. Et on va aborder progressivement les outils de stimulation actuels. Donc au XIXe siècle, l'attrait pour l'électrothérapie continue et devient presque industriel. Ça, c'est le service de Charcot et Vigouroux, où on appliquait des courants électriques sur un certain nombre de patients. S'ils cotaient à l'acte, comme on le fait maintenant, il y aurait au moins 30 actes cotés en une seule fois, où ils passaient, avec une petite sonde de stimulation, guérir les patients. Dans le service de Charcot et Vigouroux en 1887, on appliquait l'électricité de manière passive. Je suis désolé pour la pixelisation. Donc là, un générateur nouveau qui est les générateurs de Faraday, qui permettait de produire de l'électricité sans avoir besoin d'électrolytes, contrairement à la pile Volta ou la bouteille de LED. Cet attrait pour l'électricité au XIXe siècle se voit même sur ce tableau. Alors, ce tableau, il est connu, hein, Charcot, il y a Freud quelque part dans l'auditoire, il y a Blanche qui fait sa crise non épileptique psychogène, donc on s'intéresse avec le rythme d'autonomie. Il y a Babinski qui la récupère. Et en fait, bien sûr, on regarde ça, cette poitrine ouverte, lumineuse, de Blanche, qui tombe dans les vapes. Avec Babinski qui la récupère. Mais en fait, au centre du tableau, il y a ça. Et si on zoome dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? Une bouteille de Leyde. Et un outil de stimulation électrique qui correspond aux outils de neurostimulation du 19e siècle, qui était un générateur de Faraday, où on tournait la bobine comme ça, et ça faisait de l'électricité électrostatique. Pour vous montrer que même Charcot, enfin même dans les tableaux historiques comme ceux-là, on oublie que l'électricité était l'élément central du tableau, en fait. Au centre du tableau, il y a l'électricité. Donc, c'est des nouvelles technologies, mais qui ont imprégné fortement l'histoire de la psychiatrie, qu'on a oublié en se disant que c'était uniquement les sismothérapies qui étaient l'acte de naissance de l'électricité. Et bien non. Donc après, ces outils de simulation électrique se sont développés. Les outils de simulation en courant continu ont donné lieu à la TDC, une miniaturisation des outils électriques, dans les années 90. On va voir le fonctionnement juste après, rapidement. Et puis, les outils de faradisation, de création électrique par courant alternatif ont conduit à des recherches. On retrouve D'Arsonval, qui induisait du courant Faraday dans des bobines électromagnétiques où Faraday, en fait, c'est pas lui, c'est lui. D'Arsonval. Et donc, qui cherchait à stimuler électriquement le cerveau en se mettant au centre de bobines électromagnétiques comme ça, qui le chargeaient à des voltages très très importants pour induire des stimulations électriques. Ils induisaient des phosphènes qui en fait n'étaient pas liés à l'activation du cortex, c'était quand même pas suffisamment d'énergie. En fait, ils activaient directement la rétine. Mais c'était l'acte de naissance de la RTMS, ces bobines électromagnétiques
qui, par courant de Faraday, par courant alternatif, pouvaient permettre de stimuler le cortex. Oui, l'histoire des outils électriques avec des figures importantes comme D'Arsonval, Charcot, Galvani, des outils technologiques qui marquent l'histoire comme la bouteille de Leyde et qui aboutissent aux outils actuels. Globalement, les outils de stimulation électrique permettant une amélioration des fonctions cognitives sont de deux types, les outils invasifs et non invasifs. Le premier outil, c'est cette bobine électromagnétique qui permet de créer un champ magnétique qui va induire une stimulation électrique au niveau du cortex, par le principe de Faraday, d'une commutation possible entre une énergie magnétique et une énergie électrique. C'est utilisé classiquement en psychiatrie dans la prise en charge de la dépression, classiquement. En tout cas, c'est utilisé comme thérapeutique potentielle pour le traitement des épisodes dépressifs caractérisés pharmacorésistants. La stimulation au courant transcrânien direct plutôt vient des outils comme la pile Volta ou la bouteille de Leyde, mais la bouteille de Leyde c'est un peu plus brutal, donc plutôt la pile Volta. C'est stimulé au courant continu entre une cathode et une anode activatrice, une cathode inhibitrice, le cortex cérébral. C'est utilisé également en psychiatrie pour traiter un certain nombre de troubles et c'est utilisé par certains pour améliorer ses fonctions, ses performances cognitives. Et ça s'achète sur Internet autour de 200$. La société Focus développe ça pour améliorer les performances des joueurs de jeux électriques, des joueurs. Enfin, la sismothérapie qui consiste à induire une crise d'épilepsie par le passage d'un courant alternatif qui nécessite, elle, une anesthésie générale pour ne pas avoir la douleur du passage électrique parce que ça, le courant est faible donc on ne sent rien. Là, le courant est plus intense, mais en fait, il passe par l'intermédiaire d'un champ magnétique. Donc, la Durmer et tout ça qui serait sensible, le crâne, en fait, la stimulation n'est qu'électrique au niveau du cerveau. Et vous savez, il est classique de dire que le cerveau en lui-même n'est pas douloureux. Donc, la sismothérapie, c'est plus douloureux, mais il faut une anesthésie, une curarisation, mais c'est un traitement très efficace. Et que peu de personnes utilisent pour s'améliorer cognitivement. Mais dont beaucoup de psychiatres tendent à penser que s'ils avaient une dépression, ils préféreraient bénéficier de l'électroconvulsivothérapie que des produits pharmacologiques et des antidépresseurs. Et enfin, le neurofeedback qui consiste non pas à stimuler électriquement le cerveau, mais à mesurer l'activité électrique du cerveau, la présenter au sujet pour qu'il apprenne à la moduler afin d'avoir des modifications de sa neurophysiologie et donc des modifications cognitives et des améliorations cognitives dans un certain nombre de troubles. Les thérapeutiques invasives. Globalement, deux types. La stimulation du nerf vague qui consiste à stimuler le nerf vague et par voie ascendante d'avoir des effets d'activation corticale utilisés dans les épilepsies pharmacorésistantes et certaines dépressions. Et enfin, la plus invasive, la stimulation cérébrale profonde, qui consiste à stimuler certaines régions cérébrales pour avoir des effets thérapeutiques. Des effets thérapeutiques, mais pas que, puisque même cette stimulation la plus invasive, les chirurgiens qui la réalisent, 50% des chirurgiens seraient prêts à l'utiliser pour améliorer les fonctions cognitives de sujets sains. C'est en tout cas une donnée qui est rapportée dans le rapport d'éthique 122 qu'on évoquera à la fin de cette présentation. À chaque fois, ces technologies actuelles sont justifiées par leur base neurophysiologique et par leur aspect d'efficacité clinique qu'on détermine quand on est dans le champ thérapeutique. Ces justifications physiologiques qui semblent bien actuelles, en fait, ont été posées par des sociétés savantes bien avant le XXIe siècle. Dès le XIXe siècle, par exemple, la commission de l'Académie des sciences, sur un rapport sur l'électrothérapie réalisé par Becquerel, soulignait le manque de données quantifiées sur les effets médicaux de l'électricité et la nécessité de développer des travaux en électrophysiologie. En Allemagne, le Frankfurt Concile, appelé comme ça traditionnellement, en 1891, faisait un rapport sur l'électrothérapie et soulevait la même problématique du risque du charlatanisme avec l'électrothérapie et de la nécessité, bon, j'ai traduit là, mais de réaliser la nécessité de développer notamment des travaux de neurophysiologie pour répondre à 10 questions
pour le futur développement de la recherche en électrothérapie. Une justification neurophysiologique et clinique, mais vous savez, en France, on est toujours un peu différent. Les électrothérapeutes français, eux, trouvaient ces travaux des Allemands, ces travaux neurophysiologiques étranges, lourds et indigestes. Finalement, les électrothérapeutes français venaient d'une tradition plus technologique, d'ingénieurs. Et on va retrouver la figure, ici, de Darsonval, donc avec le stabos célèbre sur Claude Bernard. Mais Darsonval s'est fait connaître par Claude Bernard, non pas parce qu'il avait un savoir physiologique spécifique, mais parce que quand il était externe, il a fait, au cours d'une expérimentation de Claude Bernard, il a réparé le galvanomètre qui venait de tomber en panne pour Claude Bernard. Et Claude Bernard s'est dit, ah, c'est externe, il sait réparer le galvanomètre, il est pas mal. Donc c'était ce savoir technologique qui était important pour les électrothérapeutes français. Donc c'est pour ça que la deuxième partie de ma présentation va se focaliser sur la nécessité d'une compréhension technologique des outils de stimulation électrique pour pouvoir penser éthiquement de ces pratiques. Et pour envisager cela, on va prendre l'exemple d'une discussion qu'il y a eu autour d'un autre outil de stimulation du cerveau qui était une stimulation magnétique de l'époque, ce qu'on appelait le magnétisme. Et c'était le problème du baquet de Mesmer. Alors, Mesmer avait développé ce baquet qui était censé être, avant d'être une nouvelle modèle de maladie, parce qu'on associera Mesmer plus tard à la naissance des psychothérapies, on verra pourquoi, mais avant d'être un nouvel modèle d'approche de la maladie de la santé, c'était d'abord un nouveau dispositif technologique thérapeutique. Il voulait soigner les gens. Et donc, Franz Anton Mesmer a étudié la médecine à Vienne. Il est décrit comme un homme charismatique, avec un humanisme, une vocation universaliste, et il voulait appliquer un fluide magnétique universel, un subtil fluide, sur les gens pour les guérir. Il arrive à Paris en 1778, Benjamin Franklin arrive à Paris en 1776 pour être ambassadeur, et on va voir la confluence qu'il y a entre ces deux hommes. Donc, Franklin, avec son baquet, appliquait dans les salons, dans les mondanités, l'électricité pour soigner les gens et induisait des effets assez impressionnants sur notamment les jeunes femmes en stimulant certaines parties du corps, vers la cuisse ou le bas du ventre. Et donc, il a notamment eu un grand attrait pour ces thérapeutiques. Et le roi a commencé à se dire que ça posait question dans cette période pré-révolutionnaire que quelqu'un qui prône des idées universalistes. Il y avait un développement de loges franc-maçonnes mesméristes, et donc on se pose la question de l'efficacité réelle de ces thérapeutiques. Et donc Louis XVI, en 1784, nomme une commission qui dit il faut voir ce que Mesmer fait, et dans cette commission, qui on voit? Benjamin Franklin, avec Lavoisier, qui était censé être la référence scientifique de l'époque, et Benjamin Franklin, le référent électrothérapeute de l'époque. Et il pose un principe assez simple, c'est de dire que le magnétisme animal pourrait bien exister sans qu'il soit pour autant utilisable, mais il ne peut être utilisé s'il n'existe pas. Le problème, c'est qu'il n'était pas mesurable. Et ils ont eu l'idée, assez intéressante, de tester non pas le magnétisme en essayant de le mesurer, mais de tester les effets secondaires supposés des fluides. Est-ce que c'est vraiment ce fluide qui est censé provoquer les événements qu'on voit au cours de ces séances? Et Franklin a l'idée assez géniale de dire, oui, mais on ne va pas tester si la thérapeutique est efficace sur une maladie, on va tester si cette thérapeutique induit bien ses effets secondaires. Parce qu'il avait bien l'idée que les gens qui suivaient les séances de mesmérisme, en fait, vivaient parfois plus longtemps parce qu'ils ne bénéficiaient pas de la thérapeutique de l'époque, qui était notamment la saignée. Vous voyez? Donc, Franklin, et que si on ne bénéficie pas de la saignée à certains moments, c'est peut-être bénéfique pour sa santé. Donc, il a l'idée de dire non, parce que si on prend ça, il y aura des variables confondantes. Donc, l'idée qu'il y ait des variables d'intérêt et des variables confondantes. C'est la naissance de la médecine scientifique, la commission de 1784. Parce qu'on tient compte des variables confondantes et des variables d'intérêt, et qu'on crée deux groupes.
un groupe où on va faire de la suggestion sans magnétisme, et un groupe où on va faire du magnétisme sans suggestion. Donc le premier, étude contrôlée, peut-être pas randomisée, peut-être pas en double aveugle, mais bon, au moins contrôlée de l'histoire de la médecine sur les effets secondaires, pas sur l'effet thérapeutique, mais quand même. Et ils se rendent compte que les crises qui étaient induites chez les jeunes filles sont causées par la suggestion, et pas par l'effet d'un fluide. Ainsi, le magnétisme animal, comme force physique, doit être rejeté. La pratique du magnétisme est l'art d'augmenter l'imagination par degrés. Et c'en est fini du pauvre Mesmer, qui va se réfugier dans un château éloigné et mourir. Non, et entre-temps, de développer un champ thérapeutique fondé sur les modifications de la conscience, naissance un peu de l'hypnose, pour ceux qui font de l'hypnose, dans la figure de Mesmer, et parce que Benjamin Franklin, qui était un humaniste également, n'a pas voulu condamner, comme on le voit sur cette gravure, Mesmer. Il disait que finalement ça soulève plus de questions qu'en réponse. C'est quoi l'imagination? C'est quoi l'effet de la suggestion en médecine? Tout ça, il n'y avait pas les concepts de psychologie de la santé ou de psychopathologie qui permettaient d'aborder ces concepts. Mais il n'empêche que la société a fait qu'on a considéré Mesmer comme un charlatan et qu'on l'a dévoilé. Alors, pourtant, et il y avait une note secrète suite à cette commission, peut-être des pressions politiques pour clairement conclure cette étude scientifique sur la condamnation de Mesmer, une note secrète du roi qui aurait condamné Mesmer. Pourtant, quand on compare la pratique du magnétiseur, qui consiste donc à appliquer un fluide magnétique sur un patient, on passe ce dispositif, le Mesmer, quand on le compare à la thérapeutique de l'électrothérapie, qui consiste à prendre une force universelle pour l'appliquer sur l'humanité, notamment dans le champ de la thérapeutique, finalement, il n'y a pas grand-chose qui différencie ces deux types de pratiques. Surtout qu'à l'époque, je vous rappelle qu'il n'y avait aucun outil de mesure pour mesurer le fluide magnétique, mais pas non plus pour mesurer le fluide électrique. Donc le galvanomètre de Dubois-Raymond va arriver que 100 ans après. Donc, au niveau pratique de l'utilisation de cette thérapeutique, de la pile Volta ou du Bakken Mesmer, qui sont à la même période, il n'y avait pas de différence pratique. Il y avait une différence que je vous propose d'explorer à un autre niveau. Pas simplement la différence au niveau des conceptions, au niveau de comment Mesmer se situait par rapport à l'humanisme, mais une différence par rapport aux objets techniques, aux aspects technologiques. Qu'est-ce qui différencie ça de ça? Une pile Volta d'un baquet de Mesmer. La première chose qui différencie ces deux outils technologiques et qui fait qu'il y a un questionnement éthique différent qui peut être posé pour ça que pour l'autre, c'est le fait que la pile Volta, contrairement au baquet de Mesmer, s'inscrit technologiquement et s'inscrit dans un champ de pratique que je vous ai développé tout à l'heure. À la fois technologique, avec le développement depuis la bouteille de lait, à la fois physiologique, avec l'anatomopathologie, la description des organes électriques, les premières études de Galvani, à la fois clinique, avec ce champ d'intérêt à la salpêtrière. Et donc la pile Volta a été inscrite dans un réseau de pratiques, dans un réseau conceptuel, dans un réseau de technologies pour lequel le Bakken Mesmer dans lequel le Bakken Mesmer n'était pas inscrit. Les deux étaient censés ramener un fluide mystérieux, mais l'avantage de la pile Volta, c'est, enfin, l'appropriation sociétale et non le rejet, contrairement au Bakken Mesmer, c'est son inscription dans ce réseau conceptuel de l'époque, cet attrait que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure au XVIIIe siècle pour l'ensemble de ces technologies. Donc ce qui différencie, c'est cette inscription dans un monde technologique et scientifique particulier pour la pile Volta. Franklin et Mesmer étaient deux humanistes. Franklin était un humaniste et un technologue. Franklin était un humaniste et un idéologue, en fait. Il a créé une machine magique, en fait, quasiment. Et comment on peut le voir, parce que c'était une machine magique? On le voit sur deux éléments supplémentaires qui différencient ces deux outils. La structure de l'outil et son évolution et son perfectionnement. Quand on prend les planches des Lumières, ce qui est intéressant dans le moulin à vent, par exemple, c'est qu'on voit la logique d'usage ici, mais on voit autre chose dans ces planches. Enfin, logique d'usage qui est censée effectivement transférer une force universelle, le vent,
pour l'humain, mais on voit autre chose. On voit que ce qui lie cette force universelle à l'humain, c'est le rouage. Et en fait, la pile de Volta a une sorte de rouage en elle-même, l'enchaînement des piles de matériaux électriques et d'électrolytes, l'accumulation qui permet la synthèse électrique. Le baquet de Mesmer n'avait pas ça. Le baquet de Mesmer ne pouvait pas tomber en panne. La pile Volta tombe en panne. Or, ce qui définit un objet technologique, c'est quand il peut tomber en panne, notamment. C'est là où les rouages apparaissent, c'est là où il faut réfléchir pour savoir comment réparer cet outil. Le baquet de Mesmer, lui, ne tombait pas en panne. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était s'écrouler contre la gravité si les planches en bois qu'il avait vissées n'étaient pas solides. C'est une performance, mais bon. L'autre élément important, c'est que la pile Volta s'inscrit dans une évolution technologique, un perfectionnement progressif qui suivait une logique technologique particulière qui est celle de la production de l'électricité. Le baquet de Mesmer s'inscrit dans aucune évolution technologique ou alors une évolution technologique imaginaire, puisque ce qui peut être à l'issue, la suite du baquet de Mesmer, vous savez, c'est Reich, un psychanalyste qui s'amusait à capter l'orgone, une force spatiale qui est censée avoir des effets miraculeux, mais dont l'outil technologique peut poser problème, même s'il y a des gros câbles et des aspects impressionnants de l'extérieur. Mais si on fait comme le moulin et qu'on ouvre, il n'y a plus grand-chose. Là, il y a du verre pilé au fond, et là, il y a des tuyaux, du vide dans un tuyau. Donc on voit qu'il y a cette logique neuroscientifique, neurophysiologique naissante, clinique, technologique qui n'est pas à négliger pour comprendre les objets techniques. Et je voudrais vous proposer un pas supplémentaire pour finir, qui est celle de voir si cette logique technologique ne permet pas simplement de penser l'appropriation sociétale, ce qui différencie l'appropriation par exemple des sismothérapies, de l'appropriation qui a été mauvaise, de l'appropriation de la pile Volta qui a été bonne dans le contexte du XVIIIe siècle. Est-ce qu'en plus de cette appropriation sociétale, la pensée technologique par rapport aux outils électriques ne permettrait pas de penser une appropriation individuelle par les sujets? Comment les sujets peuvent s'approprier les outils de simulation actuels? Et est-ce qu'une pensée technologique peut permettre de l'envisager? Donc c'est ce que j'ai appelé de la logique technologique, celle des gentlemen de Franklin aux cyborgs. Puisque le rapport numéro 122, à un moment, parle des cyborgs, de manière courte, mais des cyborgs, on va voir ce que c'est. J'ai mis ici la première image de 2001, l'Odyssée de l'espace, et on voit que la naissance de l'humanité, c'est le maniement d'un objet, là c'est l'os d'un os, pour être un objet technique, un outil. Et donc, ce qui est cité dans ce rapport d'éthique, c'est notamment les propos d'Otto. L'espèce humaine a dès le départ été une espèce technique, c'est-à-dire artificieuse, qui inlassablement s'invente et se réinvente elle-même. Il cite aussi ce rapport Leroy-Gourand, donc tous les anthropologues de la technique, en fait. L'humanité change un peu d'espèce à chaque fois qu'elle change à la fois d'outils et d'institutions. Dans cette veine-là, les nouvelles technologies, les NBIC, diraient qu'il y a une telle évolution technologique que là, on est proche de même créer une nouvelle humanité. Mais en fait, ce que cite pas le rapport d'éthique, c'est Canguilhem, qui nous dit, de manière assez étonnante, un outil, une machine, ce sont des sortes d'organes, assez étonnantes dans la bouche de Canguilhem. Et des organes, ce sont des sortes d'outils ou de machines. Ce qui est important, c'est le sorte. Ce sont des sortes d'organes, et des organes sont des sortes d'outils et de machines. Il dit ça dans ses cours au Collège de France, Machines et organismes. Et en fait, il part des conceptions de Descartes pour les faire évoluer et pour ne pas dire que les organes sont des machines, mais pour dire autre chose. Suivant Descartes, il y a un dualisme de la matière et de l'âme, et les théories des animaux-machines est inséparable de cette théorie, je pense donc je suis, et de l'âme. La matière est une, l'âme est une, l'âme juge, les animaux ne peuvent pas juger, les animaux se déplacent tout seuls, donc les animaux doivent être des machines. C'est réglé, les animaux sont des machines, l'âme est le vivant, et ce qui est notre nature propre, et donc il y a ce dualisme. Et en fait, du fait de ce dualisme, les organes sont des machines, et la seule différence, nous dit-il Descartes, entre les organismes et les machines, sont que les pièces de l'organisme sont ordinairement trop petites pour être aperçues de nos sens, mais que finalement les organismes sont des machines. C'est la vision des NBIC, en fait, qui ne sont pas centrés sur
la notion de pièce, puisque c'était l'élément central de la technologie de l'époque de Descartes, mais qui est centré sur la notion d'information, mais finalement qui nous dit la même chose. Ce qu'il y a de commun entre le code génétique, le code cognitif et l'information de l'ordinateur, c'était une notion d'information. Et finalement, l'ensemble de tout ça, c'est pour être relié, pour créer une humanité nouvelle. Canguilhem va aller plus loin, en nous disant que, finalement, quand il nous dit les machines sont des sortes d'organes et les organes sont des sortes de machines, il veut nous dire qu'en fait, les outils et les machines sont des prolongements du corps. Ils font partie de la vie. Ils sont finalement en relation. Ils ont quelque chose d'intime et de lié, quoi. Qu'on peut penser de manière un peu simple, mais quand on fait du vélo, on est en relation avec le vélo. On sent la route sous le guidon. Quand vous conduisez, vous sentez sous le guidon la route. L'axe technologique, les rouages technologiques qu'il y a depuis votre volant jusqu'à la roue, fait que vous avez un lien technologique avec la machine qui fait que vous sentez vraiment la route. Au point que les pilotes d'avion ont eu un souci à un moment quand ils devaient piloter leur avion, ils avaient le retour mécanique des ailettes pour les aider à conduire l'avion. Quand on est abouti à des commandes de maniement des ailettes avec des vérins électro-induits, mais ils n'avaient plus aucun retour, ils étaient incapables de conduire l'avion. Donc ils n'étaient plus en relation intime avec leur objet technologique, c'était plus le prolongement d'eux-mêmes l'aile. C'était autre chose et ils n'arrivaient pas à conduire l'avion, au point qu'on a dû reconstituer du feedback pour pouvoir permettre aux pilotes d'avion de piloter des avions. On a dû reconstituer ce lien intime qu'on a entre notre fonctionnement vivant et le fonctionnement de la technologie. Et donc, Canguilhem nous dit « L'homme est le vivant qui n'a pas su résoudre au plan vital les tensions apparues dans sa relation au milieu. La machine serait donc abordée comme une prothèse incorporée dans la relation que l'homme a avec la machine. » Donc la technologie résout certaines tensions vitales et c'est entre des échanges vivants entre les objets techniques et l'organisme qu'il y a une relation vivante qui se crée. Et c'est ce que Canguilhem nous propose. Alors, cette idée d'incorporation de prothèse de la machine, c'est ce qu'on pense qui a été développé par le concept de cyborg. D'où ça vient ce concept de cyborg, l'idée d'incorporer, d'incarner les objets techniques. Canguilhem n'a pas créé le concept de cyborg, Canguilhem n'est pas allé jusqu'à l'incorporation, il a dit que c'était une dynamique relationnelle avec les objets techniques. Mais le cyborg est né dans les années 60 par Kleins et Klein, et on voit l'image de fin de 2001 en lui disant l'extension externe d'un complexe d'organisation fonctionnant comme système intégré inconscient. Nous proposons pour l'appeler le mot cyborg. Klein était pour le premier physicien, pour l'autre un psychiatre. D'abord psychopharmacologue, et puis il s'intéressait à l'électricité comme directeur de recherche au Lancet Hospital. Et il a eu des commandes de la NASA pour dire qu'il faudrait qu'on améliore le fonctionnement de l'être humain dans l'espace, dans cet environnement qui n'est pas habituel pour nous, qu'est l'espace. Et donc il part du principe que si l'homme dans l'espace doit constamment vérifier les choses et les ajuster pour simplement rester en vie, il devient l'esclave de la machine. La fonction du cyborg est de fournir un système d'organisation dans lequel de tels problèmes de robotique sont réglés automatiquement et inconsciemment. Et dans leur article Princeps, ils montrent le premier cyborg. Alors c'est pas Terminator, hein. C'est ça le premier cyborg. C'est une souris avec une pompe osmotique qui est censée réguler le milieu interne de la souris. Et ça créerait du vivant amélioré, contrôlé par ordinateur, par des mécanismes de biofeedback. Alors on pense que Klein et Klein, en inventant le terme de cyborg, ont créé cette idée d'incorporation de l'objet technique. En fait, ils restaient très dualistes et très dans une vision de Descartes. Il y avait d'un côté l'âme, la liberté de l'homme, et d'un autre côté l'organisme, la machine, qu'on pouvait donc connecter à la machine. Ils nous disent cette technologie permet de laisser l'homme libre d'explorer, de créer, de penser et de ressentir sans changer sa nature, contrairement à ce que les transhumanistes nous disent, sa nature humaine qui a évolué jusqu'ici. Donc la nature d'un côté de l'homme reste inchangée, il relève du mental, et de l'autre côté, le corps peut incorporer la technologie, et le cyborg initialement est une idée profondément dualiste qui n'aborde même pas d'un centimètre les idées potentielles soulevées par Canguilhem.
Pourtant, le cyborg a été réapproprié, à la fois au niveau des films, on a l'idée du cyborg comme incorporation de la technologie, au niveau conceptuel aussi, avec notamment le manifeste cyborg de Donna Haraway, qui recherche dans l'idée du cyborg des concepts pour rompre les dualismes. C'est une pensée compliquée, les gender studies, et notamment Donna Haraway, c'est difficile à lire, en tout cas c'est un axe qui a pris le concept de cyborg, qui l'a détaché de ces dualismes pour le penser d'un point de vue politique, et rompre la domination masculine sur le féminisme, sur le féminin, par intermédiaire du concept de cyborg. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser directement. Ce que je vous propose de prendre, c'est de prendre la poursuite de la pensée de Canguilhem chez un de ses élèves. Pour penser le lien intime qu'on peut avoir à la technologie, peut-être c'est pas tant le cyborg qu'il faut penser, mais que d'aller vers un de ses élèves, qui est Simondon, Gilbert Simondon, élève de Canguilhem, et qui prolonge ses travaux de machines et organismes. Simondon détaille 2 éléments pour aborder la technologie. Traditionnellement, il nous dit la technique est envisagée suivant sa logique d'usage. C'est le moulin à vent qui transfère l'énergie à l'homme pour moudre le blé. Donc, le moulin à vent sert à moudre le blé. C'est une voie de description finalement indirecte de l'objet qui passe par son utilité et son usage. Ce que propose Simondon, c'est d'aborder directement l'objet technique tel que l'autre planche du moulin nous montrait les rouages. C'est la logique du dynamisme interne de l'objet technique et nous montrer en quoi cette logique interne a quelque chose de profondément humain. Il va donc pousser par cette voie-là, par la description d'objets techniques, cette pensée de relations intimes qu'il peut y avoir de relations vivantes intimes entre objets technologiques et vivants, entre machines et vivants, que Canguilhem commençait à proposer. Il prend par exemple la lampe à huile, ça c'est le dessin de Simondon. Et il décrivait les objets techniques, et il nous montre que dans la lampe à huile, il y a d'abord un caractère quasiment organique, avec l'agencement des pièces les unes par rapport à les autres, qui ont quelque chose d'intimement lié, qui permet le fonctionnement optimal de cet objet technique. Il parle d'objets concrets pour caractériser ce caractère intimement lié de l'ensemble des pièces d'une machine dans un rouage, pour un rouage plus global. Il décrit aussi une homéostasie des machines. Ce qu'il faut, c'est que les machines ne s'auto-détruisent pas. Et en fait, la lampe à huile a une homéostasie parce que plus elle chauffe, plus le courant d'air devient intense et plus elle se refroidit. Donc en fait, il y a quelque chose dans ce mécanisme assez simple qui fait que plus la lampe va chauffer au risque de fondre elle-même, plus le courant d'air froid va passer et plus ça va refroidir la lampe à huile. Donc il décrit les objets techniques, il décrit par exemple aussi l'invention du carter à ailettes. Bon, des philosophes qui s'intéressent au carter à ailettes, c'est intéressant. Carter à ailettes qui a une évolution technologique majeure, parce qu'une évolution quasiment organique, parce que les ailettes permettent d'avoir dans une même dispositif, dans une même partie de l'objet, quelque chose qui a un double rôle. Un rôle de solidification, créant les ailettes, ça solidifie le carter, donc il ne peut pas casser. C'est un rôle de refroidissement. Et ça, c'est un exemple d'évolution technologique. C'est le fait d'intégrer de plus en plus les différentes parties de l'objet technique dans un fonctionnement plus global. Donc le carter à ailettes est pris par Simondon pour décrire ces objets techniques. Et donc il décrit l'évolution des objets techniques. Alors j'avais discuté avec Anne Fago-Largo qui connaissait Gilbert Simondon, qui disait que son atelier était rempli d'objets techniques et que c'était un vrai capharnaüm et que probablement a suspecté chez lui à la fin de sa vie un diagnostic peut-être de schizophrénie. Mais sa pensée était intéressante et il décrivait l'évolution des objets techniques tel qu'on peut le retrouver dans les graphiques classiques qu'on décrit dans l'évolution du vivant. Et donc, ce que nous propose Simondon, c'est que si on s'intéresse aux conceptions dynamiques, à une conception dynamique des objets techniques, à leur logique interne, à ce qu'il appelle leur concrétude, leur organisation quasiment organique, à leur homéostasie, à leur évolution, on voit comme ça, les objets techniques ont quasiment une autonomie. Et de fait de cette autonomie, on pourrait rentrer en relation avec eux d'une manière vivante. Ce seraient deux autonomes, l'homme et la machine, qui pourraient rentrer en relation et qui seraient en interaction vivante, d'appropriation mutuelle. Et c'est cette inscription vivante de la technologie qui permet, par la pensée de Simondon, d'éviter deux positions éthiques classiques face aux objets techniques. D'abord, d'aborder les enjeux éthiques à partir d'une vision anthropocentrique où il s'agirait de préserver l'homme. La nature humaine est à préserver de l'objet technique.
Mais la vision inverse non plus ne va pas. C'est d'aborder les enjeux techniques à partir d'une conception de l'homme, aurait entièrement à se construire la pensée des transhumanistes, qui serait d'utiliser complètement l'objet technique. Simonon nous dit, il faut comprendre les objets techniques, il les aimait les objets techniques, vous voyez, il les utilisait pas, il était en relation avec eux, il comprenait que le Carter Islet c'était beau. Donc il dit, ce sont des schémas techniques qui lient l'homme à son milieu. Négliger les opérations objectives de la machine, c'est négliger le monde des hommes. Cette pensée technologique de Simondon n'est pas une pensée perdue comme ça chez un homme qui va finir avec des troubles psychiatriques. C'est une pensée développée par les universités technologiques, notamment l'université technologique de Compiègne avec la thèse TAC. On n'a pas le temps de développer trop là. Mais il y a un numéro spécial de Intellectica, qui est une revue intéressante, de l'Association pour la recherche cognitive, qui fait le point de cette technologie. Mais l'élément pour finir qui est important dans cette pensée simondienne, qui est développée de manière très intéressante dans le livre de Xavier Bûcher, c'est qu'en fait, si on comprend cette logique interne des objets techniques, on peut penser aussi une tératologie. Ce que Canguilhem pensait, c'est qu'il peut y avoir de la monstruosité dans l'optimisation fonctionnelle, il peut y avoir de la monstruosité dans les objets technologiques. La monstruosité, c'est quoi? Ça, c'est des petits monstres, et on m'a fait remarquer quand j'ai répété cette présentation qu'ils étaient mignons malgré tout. C'est au musée d'histoire naturelle de Nantes. Là, ils ont une collection spécifique de monstres, mais qu'est-ce qui caractérise ces monstres? C'est quand l'ensemble des parties ne dépasse plus le tout et qu'on sent que c'est uniquement l'ensemble des parties. Vous savez, quand cette idée que le tout n'est pas que la somme des parties, dans cette idée d'organisme, et bien en fait le monstre c'est un peu quand le tout est justement la somme des parties. Il a 5 pattes, ou même plus, il a beaucoup de pattes. Et en fait, ce que permet de penser Simondon, c'est que on pourrait se centrer au niveau éthique par rapport aux nouvelles technologies sur cette pensée tératologique. Non pas renier les technologies de stimulation cérébrale quand le fait de leur usage, le fait de leur contexte d'utilisation, mais du fait de est-ce qu'elle s'intègre avec la physiologie du cerveau comme monstrueuse ou pas? Est-ce qu'elle s'intègre de manière harmonieuse ou pas avec ce qu'on est, avec notre fonctionnement? Ce qu'un peu développe, c'est rarement développé, mais c'est un peu ce que développe un article récent où ils disent que l'amélioration cognitive par les techniques de stimulation cérébrale doit être une nette zéro somme. Donc l'idée qu'il ne faut pas déséquilibrer le fonctionnement cognitif par les objets de stimulation cérébrale. C'est ce qu'on a proposé dans l'idée de cyborg psychiatrie, dans l'idée d'une interprétation simondienne du cyborg, dans l'idée que toute stimulation cérébrale devrait tenir compte des états cognitifs du sujet et de l'état d'activation neurophysiologique, dans cette idée plus générale qui est toujours dans la stimulation cérébrale, fermer la boucle pour que la stimulation cérébrale ne soit pas quelque chose uniquement d'hétéronome, mais intégré dans une non-monstruosité du fonctionnement. Donc, sur les questions éthiques, pour finir. Donc, il y a ce rapport du comité consultatif d'éthique, l'avis numéro 122. Recours aux techniques biomédicales en vue de neuroamélioration chez la personne non malade, enjeu éthique. Globalement, je vous ai catégorisé en 4 grandes parties, il y en a un peu plus, mais on peut les regrouper en 4, les arguments éthiques dans ce rapport. Le premier, c'est de dire que le rapport bénéfice-risque n'est pas évalué. Les effets sont généralement modestes, on ne sait pas les effets secondaires, donc c'est un problème éthique de ne pas avoir les rapports bénéfices. J'aurais pu vous faire la revue de la littérature de tous les effets bénéfiques potentiels des outils de stimulation électrique, ça aurait été un peu embêtant. En tout cas, au niveau éthique, l'idée c'est que pour répondre à ça, c'est pas trop limitatif, parce que qu'est-ce qu'on ferait s'il y aurait de nouvelles études d'efficacité? Et d'autre part, que les pratiques technologiques qui sont acceptées par la société ne sont absolument pas dépendantes de l'évaluation du rapport bénéfice-risque. Les drogues les plus consommées en France sont le tabac et l'alcool. C'est les drogues qui ont le plus d'effets néfastes sur la santé à long terme. Donc, même le rapport bénéfice-risque n'est pas l'élément principal de l'acceptation d'une technologie d'action cérébrale. Après, j'ai regroupé le concept qui souligne, c'est l'idée d'aliénation, de rupture d'équité et de priorité de santé et de recherche. L'idée de l'aliénation, c'est qu'il y a cette phrase qui prennent « La recherche éperdue d'une performance mue par le désir impérieux de progresser peut masquer la plus contraignante des aliénations. » Finalement, si les gens utilisent les objets technologiques imposés par l'extérieur, imposés par la volonté de compétition, par un contexte extérieur, ça pose des problèmes éthiques. Le problème, c'est que c'est une définition qui suppose
un jugement de l'usage externe à l'usager. Ça pose souvent des questions de juger de l'aliénation d'autrui à sa place. Il y a aussi la rupture d'équité dans l'idée qu'il y aurait des gens qui auraient accès à cette nouvelle technologie, d'autres pas. En fait, c'est pas le problème des nouvelles technologies, c'est le problème de toutes les technologies. Qui a des ordinateurs ou pas? Qui a accès à des cours privés à la fac ou pas? Ça pose des questions d'équité pour toutes les technologies d'amélioration des performances. Une question un peu plus intéressante sur la priorité de santé de recherche. Si on commence à développer des fonds pour étudier ces objets de stimulation cognitive, ça pose des questions, le budget étant limité, si on met une part du gâteau pour ces recherches, ça pose question d'une priorité de recherche en santé, de pratique de santé et de recherche. Mais en tout cas, la réponse qu'on peut porter à ça, c'est que de toute façon, les gens vont utiliser ces techniques et que donc il faut bien les étudier pour savoir ce que font les gens. Et en plus, ces problèmes sont plus des problèmes sociétaux que des problèmes de la technique elle-même. Donc ce qu'on a essayé de centrer sur les deux autres éléments de ce rapport d'éthique au cours de cette présentation, c'est le problème de la modification de soi et de son authenticité, l'idée que les technologies cérébrales modifieraient ce qu'on est dans sa nature, quoi. Sauf que ça suppose une définition de l'homme en dehors de tout objet technique, et on a vu que par l'intermédiaire de Canguilhem et de Simondon, l'homme peut entretenir une relation vivante à la technologie, et notamment quand on aborde cet aspect historique, on voit que les technologies ne sont pas si récentes que ça. Parce que ce que met en avant ce rapport d'éthique, c'est de dire oui, ces nouvelles technologies, en fait, font une rupture au niveau temporel, elles avancent tellement vite que ça va modifier l'homme et ça va poser des problèmes. Sauf que quand on met de l'épaisseur historique, on voit que depuis le XVIIIe siècle, depuis Benjamin Franklin, ces objets techniques ont une histoire d'utilisation, une histoire qui s'inscrit dans leur développement, dans leur usage. L'argument le plus intéressant, je pense, de ce rapport d'éthique, c'est l'idée de la fragmentation des fonctions cognitives. C'est quelques lignes, mais à mon avis, c'était l'élément central, et c'est ça que j'ai essayé de vous développer dans l'ensemble de cette présentation. C'est l'idée que si on améliore une fonction, on peut détériorer une autre. Si on améliore la mémoire, on peut altérer la vitesse de traitement de l'information, vous voyez. Et ça, c'est intéressant parce que c'est centré sur l'objet technique elle-même, c'est centré sur la technologie elle-même, pour essayer de penser, ce que j'essaie de vous emmener, l'idée qu'il faut penser ces objets techniques et les questionner en particulier sur l'aspect tératologique ou pas. Et l'ensemble de ces éléments, ces aspects historiques et ces aspects tératologiques, nécessitent de penser une éducation des gens, de la société, à la technologie, dans le contexte d'une technique omniprésente. Et en fait, c'est ce que Simondon, pour conclure, nous disait. La plus forte cause d'aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine, qui n'est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence, par son absence du monde des significations et par son omission dans la table des valeurs, des concepts faisant partie de la culture. C'est ce que nous dit une autre personne qui s'intéresse beaucoup aux techniques d'amélioration cérébrale, Rémi Soussan, qui, si vous allez sur Internet, publie pas mal d'articles sur ça, et qui nous dit qu'il est important aujourd'hui d'intégrer nos connaissances biologiques et en fait technologiques à la culture générale. Il faut cesser de croire que notre fonctionnement cérébral reste pour toujours une affaire de spécialistes et de médecins. L'étude de la connaissance de nos mécanismes mentaux doit être aujourd'hui faire partie de l'éducation indispensable. De toute honnêteté, on retrouve la figure du gentleman du XVIIIe siècle, que j'ai essayé de vous mettre en avant au début de la présentation. Si nous ne changeons pas de nous connaître nous-mêmes, d'autres se chargeront de nous connaître pour nous. Merci de votre attention.